Les mains tremblantes d'Amélie effleurent l'étalon noir que tous craignent, et contre toute attente, la bête indomptable s'incline devant celle qui ne peut le voir. Ce que personne ne soupçonne, c'est que cette connexion entre deux âmes brisées va transcender les limites du possible et ébranler le monde équestre tout entier. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le soleil de juin baignait les collines verdoyantes de la Normandie d'une lumière dorée. Le domaine équestre de Beauchêne-Hesse étendait sur plus de 30 hectares, ses paddocks et écuries formant un tableau pittoresque contre l'horizon. Dans la maison principale, Amélie Dupont, 12 ans, attendait nerveusement, ses doigts fins, jouant avec la couture de sa robe d'été. « Est-ce qu'oncle Philippe va vraiment me laisser m'approcher des chevaux, maman ?» demanda-t-elle, son visage tourné vers le son de la valise que sa mère fermait. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Catherine en caressant les cheveux bruns d'Amélie. « Ton oncle a tout préparé pour ton séjour d'été. Il dit que l'air de la campagne te fera du bien. » Amélie hocha la tête, ses yeux bleu pâle fixant un point invisible devant elle. Aveugle de naissance, elle n'avait jamais vu les couleurs du monde, mais elle l'avait toujours ressenti avec une intensité que peu de personnes pouvaient comprendre. Ses autres sens, aiguisés par l'absence de vision, lui permettèrent de percevoir des nuances que les autres ignoraient. « Et s'ils ont peur de moi ?» murmura Amélie, révélant sa véritable inquiétude. Catherine s'agenouilla devant sa fille, prenant ses mains. « Les animaux ne jugent pas comme les humains, Amélie. Ils sentent ce qu'il y a dans ton cœur, et ton cœur est magnifique. » Le trajet jusqu'au domaine de Beauchêne prit près de 2 heures. Amélie gardait la fenêtre ouverte, respirant profondément les parfums changeants du paysage. Elle pouvait distinguer l'odeur des champs de blé, puis celle des pommiers en fleurs, et finalement le parfum caractéristique des écuries qui lui indiqua qu'ils approchèrent de leur destination. « Nous y sommes », annonça Catherine, alors que la voiture s'engageait sur un chemin de gravier. Le crissement sous les pneus créait une symphonie que la jeune fille analysa consciencieusement, imaginant la longueur et la courbe de l'allée. La portière s'ouvrit et une bourrasque d'air frais enveloppa Amélie. Elle inspira profondément, cataloguant mentalement les nouvelles odeurs, cuir, foin, et cette senteur indéfinissable mais reconnaissable entre mille, celle des chevaux. Catherine, Amélie. La voix chaleureuse de Philippe Beaumont résonna tandis qu'il s'approchait. « Bienvenue à Beauchêne. » Amélie sentit les bras forts de son oncle l'envelopper dans une étreinte affectueuse. Philippe était le frère cadet de Catherine, et bien qu'Amélie ne le voyait que rarement, elle adorait sa voix grave et rassurante, son rire qui semblait venir du plus profond de sa poitrine. « Je suis si contente d'être ici, oncle Philippe, » dit-elle, souriant dans sa direction. « Viens, je vais te faire visiter, » proposa-t-il en prenant doucement sa main. « Le domaine a beaucoup changé depuis ta dernière visite. » Philippe guida Amélie à travers le domaine avec une patience infinie, décrivant chaque bâtiment, chaque enclos, les couleurs des fleurs dans le jardin de sa femme Isabelle. Il lui permit de toucher les différentes textures, le bois vieilli des écuries, la pierre rugueuse des murs, le métal lisse des abreuvoirs. « Nous avons 23 chevaux actuellement, » expliqua Philippe, tandis qu'ils approchèrent des écuries principales. La plupart sont des chevaux de sport ou de loisirs, mais quelques-uns ont des histoires plus compliquées. C'est alors qu'Amélie l'entendit, un hennissement puissant, différent des autres sons équins qu'elle avait perçus jusqu'alors. Plus sauvage, plus profond, empreint d'une émotion qu'elle reconnut immédiatement. « Qui est-ce » demanda-t-elle, tournant instinctivement la tête vers la source du bruit. Philippe hésita un instant. « C'est Tonnerre, un étalon frison de 5 ans. Il est difficile. » « Difficile comment ? Il a été maltraité par son ancien propriétaire, » répondit Philippe, sa voix trahissant une colère contenue. « Nous l'avons récupéré il y a 3 mois lors d'un sauvetage. Il était dans un état lamentable, affamé, couvert de cicatrices.
Physiquement, il va mieux maintenant, mais mentalement, un nouveau hennissement retentit, suivi du bruit sourd de sabots frappant violemment contre une paroi en bois. Il ne laisse personne l'approcher, continua Philippe. Même Laurent, notre meilleur dresseur, n'a pas réussi à établir un contact. Il reste isolé dans le paddock du fond. « Je peux aller le voir ?» demanda Amélie, une détermination soudaine dans la voix. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ma puce. Il est vraiment imprévisible et... »« S'il te plaît, » insista-t-elle, « je veux juste être près de lui. Je ne tenterai pas d'entrer dans son enclos. » Philippe soupira, visiblement partagé. « D'accord, mais nous restons à bonne distance de la clôture. » Ils marchèrent pendant quelques minutes, éloignant des écuries principales. L'atmosphère changea subtilement, devenant plus calme, plus sauvage aussi. Amélie sentit la présence du cheval avant même que son oncle ne s'arrête. Une énergie vibrante, intense, qui semblait pulser dans l'air autour d'eux. « Nous y sommes !» murmura Philippe. « Il est à environ 10 mètres, sous le grand chêne, un magnifique étalon noir, presque bleu sous certaines lumières. Il nous a repérés mais reste immobile pour l'instant. » Amélie hocha la tête, concentrée sur ses autres sens. Elle pouvait entendre la respiration de l'animal, légèrement accélérée. Elle percevait son odeur, musquée et puissante. Et plus que tout, elle ressentait sa peur, sa méfiance, sa solitude. Sans demander la permission, elle s'avança lentement vers la barrière. Philippe voulut la retenir, mais quelque chose dans l'attitude de sa nièce l'en empêcha. « Bonjour, Tonnerre », dit doucement Amélie en s'arrêtant à la clôture. « Je m'appelle Amélie, je suis venue passer, elle était ici. » À la surprise de Philippe, elle et Talon, au lieu de s'éloigner comme il le faisait habituellement à l'approche de étrangers, fit un pas hésitant vers la petite silhouette. Ce premier échange, aussi bref fut-il, marqua le début d'une relation extraordinaire. Dans les jours qui suivirent, Amélie demandait chaque matin à être conduite près du paddock de Tonnerre. Elle s'asseyait simplement là, sur un petit tabouret, qu'Isabelle, la femme de Philippe, avait installé spécialement pour elle et parlait au cheval pendant des heures. « Elle est restée combien de temps aujourd'hui ?» demanda Laurent Mercier, le maître dresseur du domaine, en observant de loin la silhouette d'Amélie qui revenait vers les écuries, guidée par Isabelle. « 4 heures, répondit Philippe, une note de émerveillement dans la voix. « Et tu sais quoi? Tonnerre est resté près de la clôture tout ce temps. » Laurent secoua la tête, incrédule. À 45 ans, cet ancien cavalier de concours avait travaillé avec des centaines de chevaux, mais jamais il n'avait vu un animal aussi traumatisé que Tonnerre. « Qu'est-ce qu'elle lui raconte, à ton avis ?»« De tout, » sourit Philippe. « Ses cours à elle, école, les livres qu'elle aime, comment elle perçoit le monde, je crois qu'elle lui confie des choses qu'elle ne nous dit même pas. » Le 5e jour, un événement inattendu se produisit. Amélie était à sa place habituelle, récitant à Tonnerre un passage de son livre préféré, Le Petit Prince, qu'elle connaissait par cœur. « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, » murmurait-elle lorsqu'elle sentit un souffle chaud contre sa joue. Tonnerre avait franchi les derniers mètres qui les séparaient et tendait son museau vers elle, curieux, presque joueur. Amélie resta parfaitement immobile, son cœur battant si fort qu'elle était certaine que le cheval pouvait l'entendre. « Bonjour, toi ?» chuchota-t-elle, osant à peine respirer. Le cheval renifla ses cheveux, son visage, puis se recula légèrement. Amélie leva lentement la main, paume ouverte. « Je peux te toucher ?» demanda-t-elle doucement. Comme s'il comprenait chaque mot, Tonnerre avança à nouveau son museau, effleurant ses doigts. Amélie sentit les naseaux veloutés contre sa peau, puis la texture rugueuse et chaude du reste de son museau. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. « Merci de me faire confiance », murmura-t-elle. Ce soir-là, attablée avec Philippe, Isabelle,
et Laurent qui s'était joint à eux pour dîner, Amélie ne pouvait contenir son excitation. « Il a une cicatrice sur le côté droit de son museau, dit-elle, en savourant la tarte aux pommes qu'Isabelle avait préparée, et une autre sur son encolure. Je les ai senties quand il s'est approché. » Laurent échangea un regard stupéfait avec Philippe. Personne n'avait pu examiner Tonnerre d'aussi près depuis son arrivée au domaine. « C'est extraordinaire, Amélie, » dit Laurent, sa voix trahissant son étonnement. « Ou tu as fait plus en quelques jours que nous, en 3 mois. C'est parce qu'elle ne représente aucune menace pour lui, » intervint Isabelle, une femme douce dont la voix mélodieuse rappelait à Amélie le chant des oiseaux au petit matin. « Tu n'as pas d'attente, n'est-ce pas, ma chérie ?» Amélie réfléchit un instant. « Je veux juste être son amie. Je crois qu'il se sent seul, comme moi parfois. » Un silence ému suivit cette déclaration. Catherine, qui avait prévu de repartir après avoir installé sa fille, avait finalement accepté l'invitation de Philippe et Isabelle à rester quelques jours. Elle observait maintenant sa fille avec une fierté mêlée d'émerveillement. « Tu as toujours eu ce don avec les animaux, » dit-elle doucement. « Tu te souviens de ce chaton errant qui ne laissait personne l'approcher? Il dormait sur ton oreiller la 2e nuit. » Amélie sourit au souvenir. Tonnerre est différent. Il a été blessé, pas seulement physiquement. Je le sens. Le lendemain matin, Amélie se réveilla avec une idée audacieuse. Au petit déjeuner, elle exposa son plan à son oncle. « Je voudrais entrer dans son paddock », annonça-t-elle calmement, comme si elle demandait simplement du pain supplémentaire. Philippe étouffa presque avec son café. « Pardon ? C'est hors de question, Amélie. » Tonnerre a fait des progrès, c'est indéniable, mais il reste imprévisible. Il me fait confiance, insista-t-elle. Je le sens. C'est un animal de 600 kilos qui a été maltraité pendant des années, intervint Laurent qui venait d'arriver pour discuter du programme de la journée. Un seul mouvement de panique et « je ne lui ferai pas peur », dit Amélie avec une conviction tranquille. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Philippe et Laurent échangèrent un long regard. Et si on faisait un compromis, proposa finalement Laurent. On pourrait faire entrer Tonnerre dans le rond de Longe, un espace plus contrôlé. Nous resterions juste à l'extérieur, prêts à intervenir, et Amélie pourrait entrer quelques minutes seulement. Après une longue discussion et l'insistance d'Isabelle, qui semblait avoir une foi inébranlable en Amélie, Philippe céda. D'accord pour le rond de Longe, mais au premier signe de nervosité de sa part, on arrête tout. Amélie hocha la tête, reconnaissante. « Merci, oncle Philippe. » Ce fut Laurent qui prit en charge l'opération. Avec une patience infinie, il passa les 2 heures suivantes à tenter d'attirer Tonnerre dans le rond de Longe adjacent à son paddock. Elle, étalon, méfiant, refusa longtemps de franchir la porte, jusqu'à ce qu'Amélie, assise à l'extérieur, commence à chanter doucement une berceuse que sa mère lui chantait quand elle était petite. À la surprise générale, Tonnerre dressa les oreilles et s'avança prudemment vers la source de la mélodie, entrant finalement dans l'espace circulaire bordé de hautes barrières en bois. « Incroyable !» murmura Laurent en refermant soigneusement la porte derrière l'animal. « Tu es prête, Amélie ?» La jeune fille acquiesça, serrant contre elle la petite radio que sa mère lui avait offerte. Elle savait exactement ce qu'elle allait faire. Laurent ouvrit la petite porte du rond de Longe, ses doigts crispés sur la poignée. Philippe et Catherine se tenaient côte à côte, leur inquiétude palpable dans l'air matinal. Isabelle avait pris position un peu plus loin, une trousse de premiers secours discrètement placée à ses pieds. « Tu te souviens de ce qu'on a dit ?» rappela Laurent à Amélie. « Tu restes près de la porte. Au moindre problème, tu m'appelles et je viens te chercher immédiatement. » Amélie hocha la tête, serrant toujours sa petite radio contre sa poitrine. « Je comprends. Et n'oublie pas, » ajouta-t-il, « pas de mouvement brusque, pas de bruit fort. »« Je sais, » répondit-elle avec un calme surprenant pour une enfant de son âge. « Tonnerre et moi,
Nous nous comprenons. Laurent inspira profondément et guida Amélie à l'intérieur du rond de longe. Le sol était recouvert d'un mélange de sable fin et de sciure qui crissait doucement sous leurs pas. Il l'accompagna jusqu'à un point à 3 mètres de l'entrée, puis lâcha sa main. « Je suis juste derrière toi », murmura-t-il avant de reculer vers la porte, la laissant seule au centre de l'arène. Tonnerre se tenait à l'opposé, immobile comme une statue d'ébène. Seul le léger frémissement de sa peau trahissait sa nervosité face à cette nouvelle situation. Amélie pouvait entendre sa respiration, sentir la tension qui émanait de lui. « C'est moi, Tonnerre !» dit-elle doucement, sa voix à peine plus forte qu'un chuchotement. « Je suis venue te voir comme promis. » Elle activa la radio qu'elle tenait, et une douce mélodie classique éleva dans l'air le clair de lune de Debussy. La musique, à volume très bas, flottait comme une brume entre eux. « Ma mère dit que la musique peut apaiser les âmes tourmentées, » expliqua Amélie, parlant à Tonnerre comme s'ils étaient seuls au monde. « Elle me l'a fait écouter quand je suis triste ou effrayée. » Un léger reniflement lui indiqua que Tonnerre avait réagi au son. Mais il ne s'enfuit pas, ne hennit pas de panique. Il écoutait. « Je ne peux pas voir avec mes yeux, » continua Amélie, « mais je peux voir avec mon cœur. Et mon cœur me dit que tu es magnifique, Tonnerre, pas seulement ton apparence, mais ton âme. » Lentement, avec une précaution infinie, elle s'assit sur le sol, ses jambes croisées en tailleur. La musique continuait à jouer, créant une bulle de sérénité autour d'eux. À l'extérieur du rond de longe, les adultes retenaient leur souffle. Laurent avait la main sur la poignée de la porte, prêt à intervenir. Catherine serrait si fort le bras de Philippe que ses ongles laissaient des marques. 10 minutes passèrent ainsi, Amélie parlant doucement, alternant entre des confidences personnelles et des silences pendant lesquels seule la musique s'exprimait. Et puis, le miracle se produisit. Tonnerre fit un pas vers elle, puis un autre, et encore un autre. « Mon Dieu !» souffla Catherine, ses yeux s'emplissant de larmes. Elle et Talon s'approchaient avec une prudence extrême, s'arrêtant parfois pour renifler l'air avant de reprendre son avancée. Amélie ne bougeait pas, continuant simplement à parler, sa voix maintenant le même timbre apaisant. Lorsque Tonnerre ne fut plus qu'à 1 mètre d'elle, il s'immobilisa. Amélie pouvait sentir son souffle, entendre le battement sourd de son cœur. « Tu vois, dit-elle, il n'y a rien à craindre. » Avec une délicatesse infinie, elle tendit sa main, paume vers le haut, et attendit. Le temps semblait suspendu, figé dans un instant d'une intensité presque insoutenable. Puis, le contact. Le museau velouté de Tonnerre effleura ses doigts, hésitant d'abord, puis plus confiant. Amélie laissa échapper un petit rire de joie pure, un son cristallin qui, au lieu d'effrayer l'animal, sembla le rassurer davantage. « C'est bien, mon beau, » murmura-t-elle. « C'est bien, » enhardie. Tonnerre s'avança encore, jusqu'à ce que sa tête soit juste au-dessus d'Amélie. Avec une lenteur délibérée, la jeune fille leva les 2 mains et commença à caresser son encolure, traçant du bout des doigts les contours de ses muscles puissants, découvrant par le toucher ce magnifique animal que tous craignaient. « Incroyable !» murmura Laurent, n'osant pas bouger de peur de briser la magie de l'instant. La scène qui se déroulait sous leurs yeux défiait toutes les règles du dressage équin qu'ils connaissaient. Cet enfant, aveugle de surcroît, avait réussi en quelques minutes ce que des professionnels n'avaient pu accomplir en des mois d'efforts. Après ce qui sembla être une éternité, Amélie parla de nouveau, mais cette fois, elle s'adressait aux adultes. « Je peux rester encore un peu avec lui ?» demanda-t-elle, sans cesser ses caresses. Laurent consulta Philippe du regard, qui acquiesça lentement. « Bien sûr, » répondit-il. « Nous restons là. » Ce fut le début de rencontres quotidiennes. Chaque matin, Amélie passait plusieurs heures avec Tonnerre dans le rond de longe. La radio et la musique classique devinrent leur rituel, une constante rassurante qui marquait le début de leur session.
Au bout d'une semaine, Laurent prit une décision. Après avoir observé les progrès remarquables de l'étalon, il estima qu'il était temps de passer à l'étape suivante. « Amélie, dit-il un soir pendant le dîner, je pense que Tonnerre est prêt à apprendre à être monté, et je crois que tu es la seule personne qui l'acceptera sur son dos. » Un silence stupéfait accueillit cette déclaration. Catherine fut la première à réagir. « Laurent, c'est beaucoup trop dangereux. » Amélie n'a jamais monté à cheval, et Tonnerre n'a probablement jamais été dressé correctement. « Je comprends ton inquiétude, Catherine, » répondit-il avec douceur. « Mais j'ai rarement vu une telle connexion entre un humain et un cheval. C'est comme s'ils communiquaient sans mots. » Amélie, qui était restée silencieuse, se tourna vers sa mère. « Je veux essayer, maman, » dit-elle, sa voix emplie d'une détermination tranquille. « Je sais que ça peut paraître fou, mais je sens que c'est ce que Tonnerre veut aussi. » Philippe intervint. « Si nous procédons, ce sera avec toutes les précautions possibles, harnais de sécurité, longe, protection complète, et uniquement sous la supervision constante de Laurent. » Catherine hésitait encore, tiraillée entre sa peur pour la sécurité de sa fille et le désir de lui permettre de vivre cette expérience extraordinaire. « Laisse-moi y réfléchir, » dit-elle finalement. « Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Amélie ne parvenait pas à trouver le sommeil. L'idée de monter Tonnerre l'emplissait d'une excitation qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression que son handicap N n'était pas un obstacle, mais peut-être même un avantage. Dans l'obscurité qui était son quotidien, elle avait trouvé une lumière inattendue. L'aube se levait à peine sur le domaine de Beauchêne, quand Catherine trouva sa fille déjà habillée, assise sur le rebord de la fenêtre de sa chambre. Amélie tournait son visage vers les premiers rayons du soleil, comme si elle pouvait les percevoir à travers les ténèbres de sa cécité. « Tu es réveillée bientôt ?» dit doucement Catherine, en s'asseyant à côté d'elle. « Je n'ai presque pas dormi, » admit Amélie. « Je pensais à Tonnerre. » Catherine prit la main de sa fille dans la sienne, observant ce visage qu'elle connaissait par cœur. Ses traits délicats, ses yeux bleu pâle qui semblaient parfois fixer l'infini. Depuis la naissance d'Amélie, elle avait consacré sa vie à protéger son enfant, à anticiper les dangers, à aplanir les obstacles. Mais aujourd'hui, elle se demandait si sa protection N n'était pas devenue une prison. « J'ai parlé longuement avec Laurent et Philippe hier soir, après que tu te sois couché. » commença-t-elle. Amélie se tourna vers elle, son visage soudain animé d'espoir. « Laurent m'a expliqué en détail comment il comptait procéder, » continua Catherine. « Il commencerait par t'enseigner les bases de l'équitation au sol, puis avec un cheval très docile, avant même d'envisager que tu montes Tonnerre. »« Mais je peux essayer ?» demanda Amélie, retenant son souffle. Catherine ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. « Oui, ma chérie, tu peux essayer. » Le cri de joie que poussa Amélie valait toutes les inquiétudes du monde. Elle se jeta dans les bras de sa mère, la remerciant encore et encore. « Promets-moi juste d'être prudente, » murmura Catherine, serrant sa fille contre elle. « Promets-moi d'écouter Laurent et de ne jamais prendre de risques inutiles. » « Je te le promets, maman. » Les leçons commencèrent dès ce jour-là. Laurent avait préparé un programme d'apprentissage adapté à la situation exceptionnelle d'Amélie. Il lui fit d'abord découvrir tout l'équipement par le toucher, la selle, le filet, les étriers, lui expliquant patiemment la fonction de chaque élément. Équitation, c'est avant tout une question de sensation, expliqua-t-il alors qu'elle explorait du bout des doigts la texture du cuir d'une selle. Beaucoup de cavaliers expérimentés pourraient monter les yeux fermés, car ils ressentent leur cheval plus qu'ils ne le voient. Amélie sourit à cette idée. Alors je suis avantagée. Pour ses premières expériences à cheval, Laurent choisit Noisette, une jument de 20 ans à la patience légendaire qui servait habituellement à l'initiation des plus jeunes enfants. Avec elle,
Amélie apprit à trouver son équilibre, à donner des indications avec ses jambes, à tenir correctement les rênes. « C'est incroyable !» s'émerveilla-t-elle après sa 3e leçon. « J'ai l'impression de flotter au-dessus du sol, comme si Noisette et moi ne formions qu'un seul être. » Chaque jour, après ses leçons avec Noisette, Amélie rendait visite à Tonnerre. Les talons manifestaient désormais une joie évidente à son arrivée, hennissant doucement dès qu'il percevait sa présence. Leur lien se renforçait et même Laurent, pourtant habitué aux comportements équins, était stupéfait par leur complicité. « Il la suit partout dans le rond de Longe », confia-t-il à Philippe un après-midi, alors qu'ils observaient Amélie et Tonnerre. Sans longe, sans guide, juste en répondant à sa voix, c'est « Je n'ai jamais rien vu de tel ». 3 semaines après le début des leçons, Laurent jugea qu'Amélie était prête pour l'étape suivante. Ce matin-là, le domaine tout entier semblait retenir son souffle. Catherine, Philippe, Isabelle et même les palefreniers avaient suspendu leurs activités pour assister à ce moment historique. Dans le rond de Longe, Amélie se tenait au centre, vêtue d'une bombe, d'un gilet de protection et de bottes de équitation flambant neuves, un cadeau surprise de son oncle. Tonnerre était équipé d'une selle légère et d'un filet que Laurent avait mis des jours à lui faire accepter. « Tu te souviens de tout ce que nous avons pratiqué ?» demanda Laurent, tenant fermement la longe attachée au filet de Tonnerre. Amélie hocha la tête, ses mains légèrement tremblantes, trahissant son excitation. Approche lente, contact constant, montée en douceur, s'installer progressivement. Exactement. Et au moindre signe de nervosité de sa part ou de la tienne, on arrête tout. D'accord ? D'accord. Laurent guida Amélie vers le flanc gauche de Tonnerre. Elle, étalon, resta parfaitement immobile, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. Amélie posa doucement sa main sur son encolure, puis la fit glisser le long de son dos jusqu'à la selle. « Je vais te faire la courte échelle », annonça Laurent. « Prête ? Prête !» Avec une précision experte, Laurent souleva Amélie qui, guidée par ses instructions, passa sa jambe droite par-dessus le dos de Tonnerre et se retrouva assise sur la selle. Un silence absolu s'abattit sur le rond de Longe. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. Tonnerre frémit légèrement sous ce poids nouveau, mais ne fit aucun mouvement brusque. Amélie, suivant les conseils de Laurent, resta parfaitement droite, respirant profondément pour calmer les battements frénétiques de son cœur. « C'est bien, c'est très bien », encouragea Laurent d'une voix basse et calme. « Comment te sens-tu » Un sourire lumineux éclaira le visage d'Amélie. « Je me sens complète. » Tenant toujours fermement la longe, Laurent commença à guider Tonnerre dans un cercle très lent. Elle et Talon avançaient avec une prudence inhabituelle, comme conscient de la préciosité de son chargement. À l'extérieur du rond de Longe, Catherine essuya discrètement une larme. « Elle a l'air si heureuse », murmura-t-elle à Philippe. « Elle est née pour ça », répondit-il simplement. Les jours qui suivirent cette première monte furent marqués par des progrès spectaculaires. Amélie et Tonnerre semblaient avoir trouvé un langage commun, une communication silencieuse qui dépassait l'entendement des observateurs. Laurent, malgré ses 30 années d'expérience, se retrouvait souvent bouche bée devant les prouesses du duo improbable. C'est comme si elle lui transmettait ses pensées, confia-t-il à Philippe un matin, alors qu'ils observaient Amélie guider Tonnerre à travers le rond de Longe à l'aide de simples pressions de ses jambes. Elle n'a même pas besoin des rênes la plupart du temps. Philippe hocha la tête, admiratif. Elle ressent les mouvements de Tonnerre avant même qu'il ne les exécute. C'est presque mystique. Catherine, qui s'était résignée à prolonger son séjour à Beauchesne, se tenait un peu à l'écart, son appareil photo en main. Elle avait commencé à documenter les séances de sa fille, captant ces moments d'harmonie parfaite entre l'enfant et l'animal. Ces photos, elle les envoyait chaque soir au père d'Amélie, resté à Paris pour son travail. « J'en n'en reviens pas », dit-elle en rejoignant Philippe.
Ah, il dit qu'il n'a jamais vu Amélie aussi épanouie sur une photo. Un matin, environ 1 mois après la première monte, Laurent arriva au petit déjeuner avec une proposition qui allait changer la donne. Le festival annuel de Beauchêne approche, annonça-t-il en se servant une tasse de café. Nous organisons toujours des démonstrations équestres pour les visiteurs. Je pensais que peut-être, si Amélie se sent prête, elle et Tonnerre pourraient participer. Un silence stupéfait accueillit sa suggestion. Amélie, qui beurrait méthodiquement sa tartine, s'immobilisa, le couteau en l'air. « Une démonstration ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant un mélange d'excitation et d'appréhension. « Devant du public ?» Laurent sourit, même si Amélie ne pouvait le voir. « Rien de compliqué. Juste montrer le lien que vous avez créé et quelques figures de base. Ce serait une façon magnifique de célébrer votre parcours. Mais, intervint Catherine, inquiète, n'est-ce pas un peu prématuré? Cela fait à peine 1 mois qu'elle monte Tonnerre. 1 mois pendant lequel elle a accompli plus que certains cavaliers en des années, répondit Laurent. Mais bien sûr, la décision vous appartient. Je ne voudrais mettre aucune pression sur Amélie. La jeune fille reposa délicatement sa tartine, son visage tourné vers Laurent. Qu'est-ce que je devrais faire exactement lors de cette démonstration? Rien que tu n'aies déjà fait avec lui. Quelques tours de piste au pas, au trot, si tu te sens à l'aise, peut-être quelques arrêts et départs, pour montrer votre synchronisation. L'objectif n'est pas de présenter des figures complexes, mais de montrer comment 2 êtres peuvent communiquer au-delà des mots et de la vue. Amélie réfléchit un moment, son visage reflétant le tourbillon de ses pensées. « Je crois que j'aimerais essayer, » dit-elle finalement. « Si Tonnerre est d'accord. » Philippe rit doucement. « Je crois que ce cheval te suivrait jusqu'au bout du monde, Amélie. » Ce jour-là, Laurent modifia légèrement leur programme d'entraînement. Il installa des haut-parleurs près du rond de longe et fit jouer les bruits typiques d'une foule. Applaudissements, murmures, rires, à un volume progressivement augmenté pour habituer Tonnerre à l'atmosphère d'une manifestation publique. Elle l'étalon, nerveuse au début, se calma dès qu'Amélie lui parla, sa main caressant doucement son encolure. « Ce ne sont que des sons, mon beau, » murmurait-elle, « des sons qui ne peuvent pas te faire de mal. » Au fil des jours, leur routine s'enrichit de nouveaux exercices. Laurent leur apprit à exécuter des cercles parfaits, des diagonales, des transitions fluides entre les différentes allures. Amélie mémorisait les dimensions du manège, comptant mentalement les foulées, développant une carte mentale de l'espace avec une précision étonnante. Un après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, un visiteur inattendu arriva au domaine. Jean Dupont, le père d'Amélie, avait quitté Paris plus tôt que prévu pour rejoindre sa famille. « Papa !» s'écria Amélie en reconnaissant le bruit caractéristique de sa démarche alors qu'il s'approchait du rond de longe. Jean, un homme élégant aux cheveux poivre et sel, s'arrêta au bord de la barrière, le souffle coupé par le spectacle qui s'offrait à lui. Sa fille, son petit trésor, montait avec assurance un magnifique étalon noir dont l'allure majestueuse n'avait d'égal que la douceur avec laquelle il répondait aux indications de sa cavalière. « C'est incroyable », murmura-t-il à Catherine qui l'avait rejoint. « Les photos ne rendaient pas justice à... ça. » « Elle a trouvé sa voie », répondit simplement Catherine, glissant sa main dans celle de son mari. Cette nuit-là, lors du dîner, Jean écouta avec fascination les récits d'Amélie sur son apprentissage, ses découvertes, les petites victoires quotidiennes partagées avec Tonnerre. « Et donc, vous allez participer au festival ?» demanda-t-il, impressionné. « Oui, dans 2 semaines, » confirma Amélie. « Laurent dit que nous sommes presque prêts, mais nous avons encore quelques ajustements à faire. » « Des ajustements ?» Laurent intervint. « J'aimerais qu'il s'habitue à travailler dans le grand manège, où aura lieu la démonstration. C'est un espace plus vaste, avec des acoustiques différentes. Et puis, il y a la question de la musique. La musique,
répéta Jean, intrigué. Oui, sourit Amélie. Laurent pense que notre démonstration serait encore plus belle avec un accompagnement musical. Nous cherchons encore le morceau parfait. Jean échangea un regard avec Catherine, une idée germant dans son esprit. En tant que professeur de musique au Conservatoire de Paris, il avait peut-être quelque chose à offrir à ce projet extraordinaire. Le lendemain matin, Jean se leva à l'aube. Avec la discrétion d'un homme habitué à se déplacer sans déranger, il descendit au salon où se trouvait un vieux piano à queue. Cet instrument, témoin silencieux de générations de Beaumont, n'attendait que les doigts habiles d'un musicien pour revivre. Jean s'assit sur le tabouret, effleura les touches jaunies, puis commença à jouer. Des notes cristallines s'élevèrent dans l'air matinal, dansant entre les murs de pierre comme des papillons lumineux. Philippe, attiré par cette mélodie inattendue, apparut sur le seuil, une tasse de café à la main. « Pardon », murmura Jean en s'interrompant, « je ne voulais réveiller personne. » « Au contraire », sourit Philippe, « cette maison manquait de musique. Qu'est-ce que c'était ?»« Je ne reconnais pas ce morceau. Une composition personnelle, » admit Jean. « Quelque chose que j'ai commencé à écrire hier soir, après avoir vu Amélie avec Tonnerre. » Philippe s'approcha, visiblement intrigué. « Une composition pour leur démonstration ?» Jean hocha la tête. « J'ai pensé, la musique est un langage universel, comme le lien qu'ils partagent. Je voudrais créer quelque chose qui capture l'essence de leur relation, quelque chose qui permettrait au public de ressentir ce que nous ressentons en les regardant. »« C'est une idée magnifique, » dit une voix douce depuis l'entrée. Amélie se tenait là, pieds nus sur le parquet ancien, ses cheveux en désordre et son visage illuminé par un sourire. « J'ai reconnu ton style, papa. » C'était beau. Jean tendit la main vers sa fille, qui s'avança sans hésitation, guidée par le son de sa voix. « Ce n'est qu'une ébauche, ma puce. Mais si tu es d'accord, je voudrais composer quelque chose de spécial pour toi et Tonnerre. J'adorerais ça, » répondit-elle en s'asseyant près de lui sur le tabouret. « Est-ce que tu pourrais intégrer un peu du clair de lune ?» C'est ce que j'y écoutais la première fois que Tonnerre s'est approché de moi. Jean posa un baiser sur le front de sa fille. « C'est parfait. Un hommage à Debussy dans une nouvelle création. Je vais y travailler. » Durant les jours qui suivirent, le domaine de Beauchêne vibra au rythme des préparatifs du festival. Des tentes étaient dressées dans les prés adjacents, des panneaux indicateurs installés le long des chemins d'accès. Le grand manège, où auraient lieu les démonstrations équestres, était décoré de guirlandes et de bannières colorées. Pour Amélie et Tonnerre, la routine s'intensifia. Laurent insista pour qu'ils s'entraînent dans le grand manège, un espace bien plus vaste que le rond de Longe, avec une acoustique différente et des repères nouveaux à mémoriser. « Ressens l'espace, Amélie », conseilla Laurent lors de leur première session. « Et ici, le sol est plus ferme, les murs plus éloignés, les sons résonnent différemment. » Amélie hocha la tête, concentrée. Ses mains légères sur les rênes, elle guida Tonnerre dans un tour de reconnaissance au pas, comptant mentalement les foulées, enregistrant les échos, créant une nouvelle carte mentale de cet environnement. Pendant ce temps, Jean S. était installé dans un coin discret du manège avec un petit clavier électronique. Il travaillait à sa composition, s'inspirant des mouvements du duo, capturant en note la fluidité de leurs échanges, la confiance mutuelle qui les liait. « Comment vas-tu l'intituler » demanda Catherine un soir, alors qu'il peaufinait les dernières mesures. Jean réfléchit un instant. « Vision du cœur », répondit-il simplement, « parce que c'est exactement ce qu'il nous montre. » 3 jours avant le festival, une répétition générale fut organisée. Quelques employés du domaine et des voisins furent invités à former un petit public pour habituer Tonnerre à la présence d'observateurs. Amélie, vêtue de la tenue d'équitation que Laurent lui avait offerte, une veste bleu marine sur une chemise blanche, une culotte beige et des bottes noires impeccablement cirées, attendait nerveusement à l'entrée du manège, Tonnerre scellé à ses côtés. « Tu es prête ?»
demanda Laurent en vérifiant une dernière fois le harnachement. Amélie hocha la tête, ses doigts caressant distraitement l'encolure de Tonnerre. Un peu nerveuse, mais prête. Jean s'installa derrière son clavier, un micro placé près de l'instrument pour amplifier le son. Catherine et Philippe prirent place dans les gradins improvisés avec une vingtaine d'autres spectateurs. « Mesdames et messieurs, » annonça Laurent, jouant le rôle du présentateur, « nous avons l'honneur de vous présenter un duo exceptionnel, Amélie Dupont et Tonnerre, l'étalon que personne ne pouvait approcher il y a encore 2 mois. Les premiers accords de Vision du cœur s'élevèrent dans l'air doux et mystérieux. À ce signal, Amélie, guidée par Laurent, entra dans le manège. D'un mouvement fluide, elle monta sur Tonnerre et commença leur chorégraphie. Ce qui suivit laissa les spectateurs sans voix. Amélie et Tonnerre évoluaient en parfaite harmonie, comme s'ils partageaient un seul esprit. Elle et Talon répondaient à des indications presque imperceptibles, une légère pression du genou, un murmure, parfois simplement un changement dans la respiration d'Amélie. La musique de Jean les enveloppait, tour à tour éthérée et puissante, intégrant subtilement des échos du clair de lune qui avait marqué le début de leur aventure. Lorsqu'ils terminèrent leur démonstration, un silence ému plana quelques secondes avant que haine éclate un tonnerre d'applaudissements. « C'était parfait », murmura Laurent à Philippe, une émotion inhabituelle faisant trembler sa voix. « Si le festival se passe comme ça, ce sera un triomphe. » Le jour du festival arriva avec un ciel d'un bleu limpide, comme si les éléments eux-mêmes avaient décidé de célébrer l'événement. Dès l'aube, le domaine de Beauchêne bourdonnait d'activité. Des centaines de visiteurs franchissaient déjà les portails, attirés par la réputation de cette fête équestre annuelle qui rassemblait passionnés et curieux de toute la région. Dans la petite chambre qu'elle occupait depuis presque 2 mois, Amélie était assise sur son lit, les mains crispées sur la couverture. Contrairement à son habitude, elle n'avait presque rien mangé au petit déjeuner. « Tu devrais avaler quelque chose » insista Catherine en lui tendant une pomme. « Tu auras besoin de énergie. »« Mon estomac est tout noué » admit Amélie. « J'entends la foule depuis ma fenêtre. »« Il y a tellement de monde !» Catherine s'assit près de sa fille, passant un bras autour de ses épaules. « C'est normal d'avoir le trac. Même les plus grands artistes l'ont avant d'entrer en scène. » Et si Tonnerre prend peur, s'il n'aime pas tous ces bruits, ces odeurs inconnues, Laurent a pris toutes les précautions nécessaires. Et puis, quand Tonnerre est avec toi, le reste du monde semble disparaître pour lui. Un léger coup à la porte interrompit leur conversation. Jean entra, portant une boîte soigneusement emballée. « J'ai quelque chose pour toi », annonça-t-il en s'approchant. « Un petit cadeau pour porter chance. » Amélie défit le paquet avec des doigts curieux, découvrant un objet en tissu doux. « C'est une écharpe », expliqua Jean. « Bleu ciel, la couleur de tes yeux. Je me suis dit que tu pourrais la porter lors de ta démonstration. » Amélie porta, elle, écharpe à son visage, sentant la douceur de la soie contre sa peau. « Elle est parfaite, papa. Merci. » 3 heures plus tard, l'effervescence autour du grand manège était à son comble. La démonstration d'Amélie et Tonnerre était programmée en clôture du spectacle, place d'honneur qui reflétait les attentes que Laurent avait placées en eux. Dans l'écurie temporaire aménagée près du manège, Amélie brossait Tonnerre avec des gestes méthodiques, trouvant dans cette routine familière un réconfort apaisant. Elle, étalon, sensible à son état émotionnel, restait remarquablement calme malgré l'agitation environnante. « Comment te sens-tu » demanda Laurent en vérifiant une dernière fois le matériel. « Nerveuse » avoua Amélie. « Mais prête, je crois. » Laurent ajusta, l'écharpe bleue qui flottait désormais autour du cou d'Amélie, contrastant magnifiquement avec sa veste sombre. « Vous allez les éblouir tous les deux. » Rappelle-toi juste de respirer et de faire confiance à Tonnerre comme lors des entraînements. Un tonnerre d'applaudissements retentit au loin, signalant la fin de la démonstration précédente. Laurent consulta sa montre. « C'est bientôt à vous. »
Je vais faire l'annonce, puis la musique de ton père commencera. Tu connais la suite. » Amélie acquiesça, la gorge trop serrée pour parler. Quand Laurent S. éloigna, elle se tourna vers Tonnerre, posant son front contre celui de l'animal. « C'est juste toi et moi, » murmura-t-elle, comme toujours. La voix de Laurent résonna dans les haut-parleurs, présentant leur numéro avec des mots soigneusement choisis, évoquant l'histoire extraordinaire de cette jeune fille aveugle qui avait apprivoisé un cheval que tous croyaient indomptable. Les premiers accords de Vision du cœur S élevèrent dans l'air, signal qu'Amélie attendait. Guidée par un assistant, elle mena Tonnerre jusqu'à l'entrée du manège. D'un mouvement devenu naturel, elle monta en selle, ajusta sa position et franchit le seuil. Un murmure parcourut l'assistance à leur apparition. Sous le soleil de cette fin d'après-midi, Tonnerre semblait taillé dans l'onyx, sa robe noire luisant de 1000 reflets. Amélie, droite et gracieuse sur son dos, elle, écharpe bleue flottant comme une bannière, offrait un contraste saisissant. Ils commencèrent par un tour de piste au pas, Amélie saluant l'assistance d'un léger hochement de tête en direction des applaudissements. Puis, comme prévu, ils enchaînèrent avec une série de figures, cercle parfait, diagonale précise, transition fluide entre pas et trot. La musique de Jean les accompagnait, tantôt douce comme un chuchotement, tantôt vibrante comme un battement de cœur. Le public, d'abord simplement curieux, fut rapidement captivé par la grâce et la précision de leurs mouvements. Ce qui n'était pas prévu, en revanche, fut l'incident qui se produisit à mi-parcours. Un enfant, échappant à la vigilance de ses parents, fit tomber un ballon qui rebondit bruyamment près de la piste, éclatant dans un claquement sec. Tonnerre sursauta violemment, faisant un écart. Un cri collectif s'éleva des gradins. Laurent, posté près de l'entrée, s'élança instinctivement, mais s'arrêta net en voyant ce qui suivait. Amélie, loin de paniquer, se pencha légèrement en avant, murmurant à l'oreille de Tonnerre des mots que personne d'autre ne pouvait entendre. Sa main gauche caressa l'encolure de l'animal, tandis que la droite maintenait fermement les rênes. En quelques secondes à peine, Tonnerre se calma, reprenant sa cadence comme si rien ne s'était passé. Ce bref moment de tension, suivi d'une récupération si rapide et élégante, ne fit qu'accentuer l'admiration du public. Les spectateurs, réalisant la profondeur du lien entre la cavalière et sa monture, redoublèrent d'attention. Pour le final, Amélie avait prévu quelque chose de spécial. Sur une variation particulièrement émouvante de la composition de Jean, elle lâcha complètement les rênes, étendant les bras comme des ailes. Tonnerre, guidé uniquement par les imperceptibles pressions de ses jambes, et peut-être par quelque chose de plus profond encore, exécuta un cercle parfait avant de s'arrêter exactement au centre du manège. Le silence qui suivit dura une fraction de seconde, un de ces instants suspendus où le temps semble retenir son souffle. Puis, comme une vague déferlante, les applaudissements explosèrent. Des spectateurs se levèrent, d'autres criaient des bravos, certains essuyaient discrètement une larme. Amélie descendit de cheval avec l'aide de Laurent, ses jambes légèrement tremblantes après l'intensité de la performance. À peine eut-elle touché le sol que les bras de sa mère l'enveloppèrent. « Ma chérie, c'est était extraordinaire », murmura Catherine, sa voix brisée par l'émotion. Jean les rejoignit rapidement, formant un cocon familial au milieu de l'effervescence générale. « Tu as transcendé la musique », dit-il simplement, déposant un baiser sur le front de sa fille. Tonnerre, toujours à leur côté, resta étonnamment calme malgré l'agitation environnante. Il baissa sa tête massive comme pour participer à ce moment d'intimité. Monsieur Beaumont, une voix féminine, au léger accent du Sud, interrompit leur retrouvaille. « N'ayez pardonné mon intrusion, mais je dois absolument parler à votre nièce. » Philippe, qui venait de les rejoindre, se tourna vers la nouvelle venue. « Madame Clément, » dit-il avec une déférence évidente, « c'est un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. » « L'honneur est pour moi, » répondit-elle. «
Je n'avais pas prévu d'assister à votre festival, mais un ami m'a parlé de ce duo exceptionnel. Je devais voir cela de mes propres yeux. Laurent s'approcha d'Amélie. « Amélie, je te présente Madame Elisabeth Clément. Elle dirige le Centre équestre national de Saint-Germain-en-Laye. Et elle est également la sélectionneuse de l'équipe paralympique française des équitations. » Amélie tendit sa main dans la direction de la voix. « Enchantée, madame. » La main qui serra la sienne était ferme, marquée par des années de travail avec les chevaux. « Mademoiselle Dupont, ce que j'ai vu aujourd'hui défie tout ce que je pensais savoir sur la relation entre un cavalier et sa monture. Votre connexion avec cet étalon est... je n'ai pas de mots assez forts. »« Merci », répondit simplement Amélie, rougissant sous le compliment. « Ce n'est pas seulement un compliment, » continua Madame Clément. « C'est une constatation qui pourrait ouvrir des portes. J'aimerais discuter avec vous et vos parents d'une possibilité, d'une opportunité, si vous préférez. » Catherine et Jean échangèrent un regard surpris. « Bien sûr, » répondit Jean. « Mais peut-être pourrions-nous d'abord permettre à Amélie de s'occuper de Tonnerre. Il a besoin de soins après sa performance. »« Absolument, » acquiesça Madame Clément. « Le bien-être de ce magnifique animal est primordial. Que diriez-vous de nous retrouver dans 1 heure à la terrasse du domaine ?» La proposition fut acceptée et le petit groupe se dirigea vers les écuries temporaires. Amélie, tenant les rênes de Tonnerre, marchait d'un pas léger malgré la fatigue. Son esprit tourbillonnait de questions. Qu'est-ce que cette femme importante pouvait bien vouloir lui proposer? À l'écurie, elle s'occupa de Tonnerre avec la minutie qui la caractérisait. Descellage, brossage, vérification des sabots. Ses gestes étaient précis, nés d'une routine soigneusement établie au fil des semaines. « À quoi penses-tu » demanda Laurent, qui l'aidait à ranger le matériel. « Je me demande ce que Madame Clément va nous dire » admit Amélie. « Elle, équipe paralympique. » « C'est pour les athlètes professionnels, non ?» Laurent sourit, même si Amélie ne pouvait le voir. « Tous les athlètes ont commencé quelque part, et crois-moi, ce que tu as fait aujourd'hui, peu de professionnels pourraient le reproduire. » 1 heure plus tard, installés sur la terrasse du domaine devant des rafraîchissements, les Dupont écoutaient attentivement Elisabeth Clément. « J'irai droit au but, » commença-t-elle. « Je dirige un programme spécial au sein du Centre équestre national, destiné à former de jeunes talents en situation de handicap. Notre objectif est double, développer leur potentiel sportif tout en utilisant l'équitation comme outil thérapeutique et d'épanouissement personnel. » Elle prit une gorgée d'eau avant de continuer. « Ce que j'ai vu aujourd'hui, cette harmonie parfaite entre Amélie et Tonnerre, c'est exactement ce que nous cherchons à cultiver. J'aimerais vous proposer de rejoindre notre programme. » Un silence stupéfait accueillit cette déclaration. « Mais nous vivons à Paris, » objecta Catherine. « Saint-Germain-en-Laye est... » « À moins d'1 heure de Paris, » compléta Madame Clément. « Le programme n'exige pas une présence quotidienne, du moins pas au début. Nous pourrions commencer par 2 séances hebdomadaires, puis ajuster selon les progrès et les disponibilités d'Amélie. »« Et pour Tonnerre ?» demanda immédiatement Amélie, sa main cherchant instinctivement celle de son père. « Je ne peux pas le laisser. » Elisabeth Clément sourit. « Je m'attendais à cette question. Notre centre dispose d'infrastructures de premier ordre pour accueillir des chevaux. Si Monsieur Beaumont est d'accord, Tonnerre pourrait être transféré chez nous avec tous les soins nécessaires. » Philippe, qui avait suivi la conversation en silence, hocha la tête. « Tonnerre appartient à Amélie maintenant, à mon sens. Leur lien est trop précieux pour être brisé. » Les yeux d'Amélie s'emplirent de larmes. « Vraiment, oncle Philippe ?»« Vraiment, » confirma-t-il en serrant sa main. « Je n'ai jamais vu Tonnerre aussi heureux qu'avec toi. Ce serait cruel de vous séparer. » Madame Clément reprit la parole. « Il y a plus. Notre programme s'inscrit dans le parcours de préparation olympique.
Les Jeux paralympiques de Paris approchent à grands pas, et bien qu'Amélie soit encore jeune, nous pensons déjà à l'avenir, peut-être pas pour Paris, mais pour les Jeux suivants. Jean émit un petit sifflement impressionné. Les Jeux paralympiques? Et c'est extraordinaire. C'est ambitieux, tempéra Elisabeth, mais pas irréaliste, vu ce que j'ai observé aujourd'hui. Le paradressage requiert précisément cette connexion exceptionnelle entre le cavalier et sa monture. Amélie possède un don naturel que nous pourrions affiner avec un entraînement adapté. Amélie, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. « Est-ce que Laurent pourrait continuer à m'entraîner ?» C'est grâce à lui que Tonnerre et moi avons progressé si vite. Madame Clément se tourna vers le maître dresseur. Monsieur Mercier a une réputation qui dépasse largement les frontières de la Normandie. S'il acceptait de collaborer avec notre équipe, ce serait un honneur pour nous. Laurent, visiblement ému par cette reconnaissance, inclina légèrement la tête. Je serais ravi de poursuivre ce travail avec Amélie et Tonnerre. Leur potentiel est illimité. Alors que la conversation se poursuivait, détaillant les aspects pratiques de cette proposition, Amélie sentit une nouvelle émotion l'envahir. Au-delà de l'excitation et de la surprise, s'écaisser était une forme de gratitude profonde. Envers ses parents qui l'avaient toujours encouragé, envers son oncle qui lui avait fait confiance, envers Laurent qui avait cru en elle, et surtout, envers Tonnerre, ce cheval blessé qui lui avait offert des ailes. Septembre arriva avec son parfum de rentrée et de nouveaux commencements. Le transfert de Tonnerre au Centre équestre national de Saint-Germain-en-Laye avait été méticuleusement planifié pour minimiser le stress de l'animal. Laurent avait insisté pour superviser personnellement l'opération, travaillant en étroite collaboration avec les vétérinaires du centre. Comment va-t-il s'adapter à son nouvel environnement? S'inquiétait Amélie la veille du départ, alors qu'elle passait ses derniers moments au domaine de Beauchêne. Les chevaux sont des créatures d'habitude, admit Laurent, mais Tonnerre est plus fort qu'il n'y paraît. Et puis, tu seras là pour l'aider à traverser cette transition. Le jour du déménagement, Amélie resta près de Tonnerre pendant tout le trajet, assise dans le van spécialement aménagé, sa main caressant doucement l'encolure de elle et talons pour le rassurer. Jean conduisait derrière, transportant les affaires d'Amélie et quelques objets familiers pour Tonnerre. Sa couverture préférée, sa brosse habituelle, même un peu de foin du domaine. L'arrivée au Centre équestre national fut une expérience sensorielle intense pour Amélie. Même sans voir, elle pouvait percevoir l'ampleur des installations par les échos, les odeurs variées, le bourdonnement d'activités qui les entouraient. « C'est immense !» murmura-t-elle tandis que Madame Clément les guidait à travers le complexe. « 10 hectares », confirma leur hôtesse, avec 3 manèges couverts, 2 carrières extérieures, un parcours de crosse et bien sûr des écuries de premier ordre. Tonnerre sera logé dans notre section spéciale, réservée aux chevaux participant au programme paralympique. Le box attribué à Tonnerre était spacieux, fraîchement paillé, avec un abreuvoir automatique et une mangeoire remplie de foin frais. Amélie explora l'espace de ses mains, mémorisant chaque détail. « Il a accès à un petit paddock individuel juste derrière », expliqua Elisabeth. « Dans quelques semaines, quand il sera habitué, nous pourrons envisager de le mettre en contact avec d'autres chevaux. » L'adaptation de Tonnerre à son nouvel environnement fut plus facile que prévu. La présence régulière d'Amélie, qui venait 2 fois par semaine comme convenu, semblait suffire à le rassurer. Laurent, qui avait pris des dispositions pour partager son temps entre le domaine de Beauchêne et le Centre national, supervisait leurs séances d'entraînement en coordination avec l'équipe de Madame Clément. Ce fut lors de leur 3e séance au centre qu'Amélie rencontra Maxime Girard, l'entraîneur en chef du programme paralympique. À 50 ans, cet ancien médaillé olympique avait développé une expertise internationalement reconnue dans l'entraînement de cavaliers en situation de handicap. « Madame Clément m'a beaucoup parlé de toi », dit-il après s'être présenté. «
J'ai visionné l'enregistrement de ta performance au festival. Impressionnant, vraiment. Amélie, toujours modeste, rougit sous le compliment. C'est surtout grâce à Tonnerre. Et à Laurent, bien sûr. L'humilité est une qualité appréciable, nota Maxime. Mais la fausse modestie ne sert personne. Tu as un don, Amélie. Notre travail sera de le développer et de le structurer. L'intégration d'Amélie dans le programme ne se fit pas sans défi. Le rythme était intense. Ses journées d'école à Paris, puis les trajets vers Saint-Germain-en-Laye 2 fois par semaine, sans compter les exercices physiques spécifiques qu'elle devait pratiquer quotidiennement chez elle. « Tu es sûr que ce n'est pas trop ?» s'inquiétait Catherine un soir, en remarquant la fatigue sur le visage de sa fille. « C'est beaucoup, » admit Amélie, « mais j'aime chaque minute. Quand je suis avec Tonnerre, je me sens complète. » Un matin d'octobre, alors qu'il travaillait sur une nouvelle figure de dressage particulièrement complexe, Amélie sentit une résistance inhabituelle chez Tonnerre. « Quelque chose ne va pas », dit-elle en s'arrêtant au milieu du manège. Il est tendu comme anxieux. Maxime, qui observait depuis le bord, s'approcha. « Tu as raison, je vois une légère boiterie à l'antérieur droit. » Rien de grave probablement, mais nous devrions faire venir le vétérinaire. L'examen révéla une légère inflammation au niveau du tendon. Rien de sérieux, confirma la vétérinaire, docteur Moreau, mais il faudra du repos et des soins pendant au moins 2 semaines. Cette nouvelle fut un coup dur pour Amélie. 2 semaines sans monter, murmura-t-elle, dévastée. Sans monter, oui, précisa le docteur Moreau, mais pas sans travailler ensemble. C'est l'occasion parfaite pour développer d'autres aspects de votre relation. Laurent, présent lors de la consultation, acquiesça vigoureusement. Le travail à pied, les soins quotidiens, même simplement passer du temps ensemble, tout cela fait partie de l'équitation de haut niveau. Ces 2 semaines d'arrêt forcé se révélèrent être une bénédiction déguisée. Amélie développa une routine de soins encore plus approfondie, apprenant à masser les tendons de Tonnerre, à appliquer des cataplasmes, à détecter la moindre tension dans ses muscles. « Tu as des mains de guérisseuse », commenta le docteur Moreau lors d'une visite de contrôle. « Tonnerre répond remarquablement bien à tes soins. » Ce fut également pendant cette période qu'Amélie rencontra d'autres jeunes cavaliers du programme paralympique. Parmi eux, Zoé, une adolescente de 14 ans née sans bras gauche, qui montait avec une selle spécialement adaptée. « C'est ton cheval, Tonnerre ?» demanda Zoé un jour, alors qu'Amélie le menait au petit paddock pour sa promenade quotidienne. « Oui, » répondit fièrement Amélie. « Il est magnifique et vous êtes impressionnants ensemble. Tout le monde parle de vous, tu sais. » Cette remarque prit Amélie au dépourvu. « Vraiment ? Bien sûr !» La fille aveugle qui a dompté le cheval indomptable. C'est comme une légende qui circule au centre. Une amitié naquit de cette rencontre, ajoutant une nouvelle dimension à l'expérience d'Amélie. Zoé lui fit découvrir les traditions et le folklore du monde équestre, tandis qu'Amélie partageait ses techniques uniques de communication avec les chevaux. Lorsque Tonnerre fut enfin déclaré apte à reprendre l'entraînement, Amélie avait évolué. Plus confiante, plus consciente aussi des enjeux et des attentes placées sur elle. « Tu as changé », remarqua Laurent lors de leur première séance de reprise. « En bien ou en mal ?» demanda Amélie en ajustant ses rênes. « En mieux. Tu n'es plus seulement une jeune fille qui monte à cheval, tu commences à devenir une athlète. » Ce mot, « athlète », résonna en Amélie comme une révélation. Jusqu'alors, elle n'avait jamais vraiment pensé à elle-même en ces termes. Elle était simplement une enfant qui avait trouvé dans un cheval un ami, un complice, un miroir de son âme. Mais peut-être était-il temps d'embrasser cette nouvelle identité. Peut-être que le destin lui offrait, à travers Tonnerre, une chance de redéfinir non seulement ce qu'elle pouvait accomplir, mais aussi ce que le monde pensait possible pour une jeune fille aveugle. 3 ans s'écoulèrent comme un souffle. 3 années de travail acharné, de progrès constants, de petites victoires et d'obstacles surmontés.
Amélie, désormais âgée de 15 ans, avait grandi en taille et en assurance. Tonnerre, à 8 ans, était au sommet de sa forme, sa robe noire toujours aussi majestueuse, son port de tête encore plus fier. Le printemps parisien s'épanouissait en une symphonie de parfums et de chants d'oiseaux. Dans les jardins du Trocadéro, une conférence de presse peu ordinaire était sur le point de commencer. Des journalistes du monde entier étaient rassemblés pour l'annonce officielle de la sélection française pour les Jeux paralympiques. Je confirme qu'Amélie Dupont et son étalon Tonnerre représenteront la France en paradressage, annonça Elisabeth Clément, désormais directrice des équipes nationales paralympiques. À 15 ans, Amélie devient la plus jeune athlète française jamais sélectionnée dans cette discipline. Les flashs crépitèrent, les questions fusèrent. Assise sur l'estrade entre ses parents, Amélie souriait, calme au milieu de cette tempête médiatique. Elle, écharpe bleue offerte par son père 3 ans plus tôt, ornait toujours son cou lors des grandes occasions. « Comment expliquez-vous votre progression si rapide ?» demanda un journaliste. Amélie pencha légèrement la tête, réfléchissant à sa réponse. « Je crois que Tonnerre et moi avons appris l'un de l'autre. Sa cécité m'a enseigné la patience et la résilience. Et peut-être que ma cécité lui a montré qu'on peut faire confiance, malgré les blessures du passé. » Sa réponse, d'une maturité surprenante, suscita une vague d'approbation dans l'assistance. « Avez-vous un message pour les jeunes en situation de handicap qui vous regardent ?» interrogea une autre journaliste. « Oui, » répondit Amélie sans hésitation. « Ne laissez personne définir vos limites, pas même vous-même. Les obstacles les plus difficiles à surmonter sont souvent ceux que nous créons dans notre propre esprit. » Après la conférence, la famille se retrouva au centre équestre national, où Tonnerre les attendait. Elle et Talon hennit doucement en reconnaissant les pas d'Amélie. « Il sait que quelque chose d'important s'est passé aujourd'hui », sourit Laurent, qui malgré ses nouvelles responsabilités au sein de la fédération, restait l'entraîneur principal du duo. « Il sent toujours tout », acquiesça Amélie en caressant le museau velouté de son compagnon. « Parfois, j'ai l'impression qu'il lit dans mes pensées. » Philippe et Isabelle, venus spécialement de Normandie pour l'occasion, observèrent la scène avec émotion. « Te souviens-tu du jour où elle est arrivée à Beauchêne ?» murmura Isabelle. « Cette petite fille, timide, qui craignait que les chevaux aient peur d'elle. » Philippe hocha la tête, la gorge nouée par l'émotion. Et maintenant, elle s'apprête à représenter la France devant le monde entier. Le soir venu, après une séance d'entraînement légère, Amélie s'attarda dans le box de Tonnerre. Était devenu leur rituel, ces moments de calme partagés, loin des regards, où seul comptait leur lien indéfectible. « Nous avons parcouru un sacré chemin, toi et moi », murmura-t-elle, blottie contre l'encolure puissante de elle et Talon. Qui aurait cru que 2 êtres brisés pourraient aller si loin ensemble? La veille des Jeux, alors que l'effervescence atteignait son comble, une visite surprise attendait Amélie au village paralympique. Zoé, qui s'était qualifiée pour l'épreuve d'équitation en saut d'obstacle, vint la chercher. « Quelqu'un veut te voir », annonça-t-elle mystérieusement en guidant Amélie vers le jardin du village. « Bonjour, Amélie !» Cette voix, Amélie la reconnut instantanément. « Oncle Philippe, que fais-tu ici ?»« Je ne pouvais pas manquer ça, » répondit-il en l'étreignant. « Mais je ne suis pas venu seul. » Une main âgée, marquée par des décennies de travail avec les chevaux, se posa sur l'épaule d'Amélie. « Alberto » murmura-t-elle, reconnaissant l'odeur familière du vieux palefrenier du domaine de Beauchêne, qui avait été le premier à s'occuper de Tonnerre. « Il voulait te remettre ceci en personne », expliqua Philippe. Alberto plaça dans la main d'Amélie un petit objet métallique. Ses doigts sensibles reconnurent un fer à cheval miniature, sculpté avec une délicatesse remarquable. « Était le premier fer de Tonnerre », expliqua le vieil homme, sa voix rauque d'émotion. « Je l'ai gardé quand nous l'avons recueilli, pour la chance. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amélie. « Merci », murmura-t-elle en serrant le précieux talisman contre son cœur. « Il sera avec nous demain. »
Le jour de la compétition arriva, éclatant et vibrant d'énergie. Le grand manège olympique bourdonnait d'excitation. Dans la zone de préparation, Amélie, vêtue de la tenue officielle de l'équipe de France, se tenait près de Tonnerre, ses mains caressant doucement son encolure. Laurent s'approcha pour les dernières recommandations. N'oublie pas, quoi qu'il arrive aujourd'hui, vous avez déjà accompli l'impossible. Jean, qui ajustait la selle une dernière fois, ajouta « Ta musique est prête, la même, mais avec quelques variations pour refléter votre évolution. Vision du cœur, version olympique, sourit Amélie. Lorsque leur tour vint, un silence respectueux s'abattit sur les gradins. Les premiers accords de la composition de Jean S. élevèrent, tandis qu'Amélie et Tonnerre entraient dans l'arène. Leur danse commença, fusion parfaite de technique et de émotion, de discipline et de liberté. Peu importaient désormais les médailles ou les classements. Dans cet instant suspendu entre ciel et terre, une vérité éclatait aux yeux du monde entier. La vision la plus pure ne vient pas des yeux, mais du cœur.